Ma belle-sœur a ouvert la boîte de Pandore quand elle a voulu me réconcilier avec ma sœur jumelle, celle-là même qui, avec mes parents, m'a maltraité pendant des années. Mais ça ne s'est pas bien terminé pour aucun d'eux. J'ai presque 30 ans, je suis une femme, et j'ai une sœur jumelle dizygote plus jeune de quelques minutes. Mes parents nous ont eu tard, après des problèmes de fertilité, et pendant toute la grossesse, on leur avait dit que j'étais un garçon. Leur déception, leur négligence, et la quantité d'abus émotionnels, financiers et physiques qu'ils m'ont infligés, je peux en donner des détails si besoin dans les commentaires, font qu'ils sont irrémédiablement perdus à mes yeux. Je ne leur parlerai plus jamais. Ils ont littéralement détruit mon enfance et mon adolescence. Je suis parti de chez eux à 18 ans. Quand j'ai demandé mes papiers, carte d'identité, numéro de sécurité sociale, etc., ils me les ont donnés accompagnés d'une lettre de mise en demeure. Je ne leur ai plus jamais parlé depuis, et je n'en ai aucune intention. Récemment, ma sœur jumelle m'a envoyé un mail à mon adresse professionnelle, celle liée à mon nouveau nom, puisque mes parents m'avaient donné un prénom unisexe que j'ai légalement changé à 21 ans. Le mail était une espèce de lamentation sur le fait qu'elle souhaitait que je sois présente, que notre relation devrait être différente parce que nous sommes jumelles, tout le monde dit que nous devrions être proches. Elle y glissait aussi des remarques passives-agressives exigeant que j'invite notre famille à mon mariage à venir. Je ne sais pas comment elle a eu l'information, ni comment elle a trouvé mon mail professionnel, ni si elle a un problème de mémoire. Quand nous étions jeunes, ma sœur avait compris qu'elle était l'enfant doré et qu'elle pouvait me torturer par l'intermédiaire de nos parents. Elle cachait ses affaires dans ma chambre, puis appelait notre père pour qu'il fouille ma minuscule chambre au sous-sol à la recherche de ces objets soi-disant volés. Les conséquences allaient de l'enfermement au sous-sol, je n'en sortais que pour aller à l'école ou manger, il y avait juste un petit coin toilette-lavabo dans le sous-sol non aménagé, au cou. Mon père comme ma mère me frappaient. Je tombais, souvent dans les escaliers, selon eux, où je glissais, tout le temps. À 17 ans, ma sœur m'a poussé dans l'escalier du sous-sol. Je me suis retrouvé avec un bras cassé, une commotion cérébrale et des points de suture à la tête. C'était la pire blessure que j'ai jamais eue. Mes parents m'ont forcé à dire que j'étais tombé pour ne pas que ma sœur ait des ennuis. Mes amis de l'époque m'ont aidé à partir 2 mois après l'obtention de mon diplôme, car ma sœur prenait plaisir à me faire souffrir. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que la sœur de mon mari, 22 ans, avait écrit sur son blog à propos de ma famille, dont je suis séparé, ce n'est un secret pour personne, je parle ouvertement de ce que j'ai vécu et de ma rupture avec eux. Ma belle-sœur est un peu influenceuse. Elle avait omis beaucoup de détails. Ses abonnés l'ont encouragée à réparer la relation entre ma famille et moi. Les emails de ma sœur jumelle se sont alors transformés en appels remplis d'insultes et de menaces, alors j'ai demandé une ordonnance restrictive. Mais je me suis arrêté à une simple lettre de mise en demeure, car ma sœur a soudain cessé de me harceler. Je croyais que c'était fini. Je me trompais lourdement. Lors d'un dîner chez mes beaux-parents, ma belle-sœur s'est levée et a annoncé qu'elle avait une surprise pour moi. Elle a dit qu'elle avait fait venir ma sœur jumelle, plus de 26 heures de route, pour que nous puissions nous réconcilier et redevenir une famille. Je souffre de TSPT complexe à cause de ma sœur. Mes beaux-parents étaient horrifiés et m'ont emmené dans une autre pièce, tandis que mon mari appelait immédiatement la police et criait sur sa sœur. Apparemment, elle ne pensait pas que les violences que j'avais subies étaient si graves, parce que ma jumelle avait menti en disant qu'elle ne m'avait jamais touché. Ma sœur était dans la voiture de ma belle-sœur, et quand la police est arrivée, elle s'est mise à pleurer. Ma belle-sœur a tenté de la défendre jusqu'à ce que ma belle-mère informe les policiers de la lettre de mise en demeure. La police a escorté ma sœur jumelle jusqu'à l'aéroport pour un vol retour immédiat, aux frais de ma belle-sœur. Elle a reçu un avertissement officiel, les policiers ne peuvent pas procéder à une arrestation sur un premier avertissement. Dans les semaines qui ont suivi, ma belle-sœur a été complètement isolée de sa famille. Mon mari et son père l'ont sévèrement réprimandée pour ce qu'elle avait fait. Sa mère refuse de lui parler, furieuse qu'elle ait essayé de forcer une victime à revoir son agresseur. Ma belle-mère est une ancienne militante contre les violences domestiques. Mon mari a convenu que j'aurais le dernier mot pour décider si, et quand, il serait acceptable d'entendre ses excuses, qui seront sans doute creuses. Le problème, c'est que je ne veux plus jamais revoir ma belle-sœur. Je sais qu'elle rêvait d'être marraine ou une bonne tante quand nous aurions des enfants, mais ce qu'elle a fait m'a profondément blessé. Je ne veux ni la voir, ni lui parler à nouveau. Et je ne sais pas comment lui dire, car le niveau de trahison et de douleur est immense. Cela fait 3 semaines, et je ressens toujours la même chose. Je la connais depuis que j'ai commencé à sortir avec mon mari, il y a des années. Je l'ai vue grandir, je l'ai soutenue, elle connaissait toute l'histoire dans le moindre détail, mais a choisi de ne pas me croire. Comment pourrais-je seulement commencer à aborder cela? Mise à jour, merci à tous. J'ai été occupé aujourd'hui, donc je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai tout lu. Merci infiniment, inconnu bienveillant, pour les récompenses. J'ai décidé d'écrire une lettre de défoulement pendant mon travail, et cela m'a énormément aidé, mais je ne vais pas l'envoyer. Mon mari soutient à 100% ma décision d'envoyer à ma belle-sœur une lettre de mise en demeure et de lui interdire de s'approcher de nous pour le moment. J'ai prévenu ma belle-mère et mon beau-père que je ne voulais plus lui parler et, honnêtement, je crois que je ne le ferai jamais.
Je veux qu'elle reste loin de moi. Ma belle-mère n'a pas été dérangée à l'idée que ma belle-sœur ne soit pas invitée pour les fêtes, nous devions recevoir cette année. Les publications de ma belle-sœur sur son blog ont été supprimées, ainsi que toute trace de ma vie, photos de mariage, messages d'anniversaire, etc. Je ne savais même pas que tout cela y figurait, mais elle a tout supprimé. Quant à ma sœur jumelle et ma famille, des démarches judiciaires sont en cours. J'ai pris rendez-vous pour 2 mois de thérapie et j'envisage un traitement contre l'anxiété pour m'aider. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Mise à jour 1. Mon mari et moi avons reçu la visite de mamie et papy. Il a ouvert la porte avec une bière dans une main et son drapeau flottant librement au vent. Ils ont été très offensés et sont partis immédiatement, furieux. Ils ont confirmé ce que nous soupçonnions, ils croient que nous sommes ceux qui détruisons la famille. Cela dit, mon mari et moi allons probablement faire une pause indéfinie concernant les fêtes avec ses grands-parents. J'ai envoyé un long message pour expliquer que tout cela concernait ma décision de guérir et de prendre mon temps, au lieu d'être le paillasson qu'ils attendent que je sois vis-à-vis de ma belle-sœur. Les actions ont des conséquences, et ils doivent laisser ma belle-mère et mon beau-père gérer la situation. Notre avocat nous a appelés, les ordonnances restrictives ont enfin été approuvées, nous avons attendu 3 semaines. Mes parents seront notifiés cette semaine, tout comme ma sœur, si nous avons bien sa bonne adresse. Ils vivent à l'autre bout du pays, croisons les doigts. Après avoir parlé avec ma thérapeute et commencé mon nouveau traitement contre l'anxiété, j'ai décidé de m'asseoir avec mes beaux-parents et mon mari pour discuter de ce qui s'est passé. Cela fait 3 semaines, et vous avez raison, j'ai le droit d'être blessé et en colère encore longtemps. Ma thérapeute m'a dit que je devais me prioriser, me concentrer sur ma guérison plutôt que sur mes comportements de people pleaser, celle qui veut toujours tout arranger pour les autres. J'ai écrit une lettre, mais j'ai décidé de ne pas l'envoyer, car je ne veux pas que ma belle-sœur s'en serve comme munition sur son blog pour susciter la pitié. Pour vous situer, mes beaux-parents ont 5 enfants, l'aîné, mon beau-frère, puis leur fille aînée, ensuite mon mari, puis ma belle-sœur, celle qui a tout déclenché, et enfin un beau-frère adoptif, ami d'enfance du fils aîné, adopté par mes beaux-parents à l'adolescence. Quand tout cela s'est produit il y a 3 semaines, l'aîné et l'aîné étaient présents. Le beau-frère adopté, lui, ne l'était pas. Et visiblement, c'est l'un de ceux qui couvent ma belle-sœur. J'ai expliqué que j'envisageais au moins 6 mois de non-contact et d'absence totale de ma belle-sœur. Ma belle-mère a trouvé que c'était une bonne durée pour lui faire comprendre que son comportement ne serait pas toléré, et mon beau-père a été d'accord. Aucun problème avec eux. Mais quand mes beaux-parents ont expliqué à leurs enfants que ma belle-sœur était mise sur pause à cause de ses actes, le beau-frère adopté et sa copine se sont mis en colère. Aujourd'hui, j'ai reçu un message que je croyais amical, mais en l'ouvrant, j'ai lu. Je ne comprends pas pourquoi vous bannissez votre belle-sœur des fêtes pour une simple erreur. C'est excessif et ça complique tout pour nous. Vous ne pouvez même pas être dans la même pièce qu'elle? Grandissez un peu. J'espère que vous avez un plan pour les fêtes. Vous allez quoi? La forcer à rester ailleurs pendant que toute la famille se réunit? Franchement, c'est une gamine, elle a le droit de se tromper. C'est déjà assez dur que votre belle-mère et votre beau-père les misent dehors, et maintenant vous lui enlevez aussi les fêtes? Mes beaux-parents ont décidé de ne plus héberger ma belle-sœur, puisqu'elle paye déjà un appartement correct à 30 minutes de là, où ses colocataires la rendent folle uniquement parce qu'ils télétravaillent tous à cause du Covid. Ma belle-mère appelle ça une leçon de réalité, et mon beau-père dit que c'est bien le moment. J'ai juste tendu mon téléphone à mon mari et dit que j'en avais fini pour la journée. Je lui ai dit de gérer ça comme il voulait, mais pas depuis mon téléphone, parce que ce n'est pas mon cirque, ni mes singes. Mon mari a fait des captures d'écran, les a transférées sur son téléphone, puis a envoyé un message groupé à toute la famille. On m'a informé que certains d'entre vous n'étaient pas d'accord avec la décision que ma femme et moi avons prise d'exclure ma sœur de notre maison pendant les prochaines fêtes. Après réflexion, j'ai décidé que je ne me sentais pas à l'aise d'accueillir les fêtes cette année comme prévu. J'aimerais faire une pause avec tout le monde jusqu'à ce que vous connaissiez toute l'histoire. Et de toute façon, à cause du Covid, je pense que tout le monde devrait rester chez soi cette année. Sauf si quelqu'un d'autre veut recevoir. Santé, Marie. C'est typiquement mon mari. Nous avions déjà parlé du fait que je ne me sentais pas capable de recevoir cette année, nous avons la plus grande maison de la famille proche et avons accueilli les 2 dernières années, alors il a décidé que cette fois, ce serait notre tour de nous reposer. L'idée m'a plu, car mon anxiété est à son comble et je fais des cauchemars sur ce qu'il s'est passé. Il m'a demandé de relire son message avant de l'envoyer. Nous avons ensuite reçu quelques appels de ses grands-parents, ceux qui protègent ma belle-sœur, disant qu'ils devaient nous parler immédiatement, mais j'avais oublié de charger mon téléphone personnel. Mon mari aussi avait oublié de charger le sien. Nous avons donc manqué plusieurs appels, de sa tante et de son oncle, ainsi qu'un de son beau-frère adopté, on suppose qu'il était furieux. Nous avons parié pour savoir si quelqu'un aurait l'audace de venir chez nous demain pour tenter de nous convaincre, tout le monde sait que nous avons la journée libre. Mon mari a dit qu'il ouvrirait la porte nue et dirait qu'on était occupé. On verra bien qui osera tenter le coup après ça. Mise à jour 2. Je suis sage-femme. En ce moment, je travaille surtout en télémédecine à cause de la pandémie. Je suis en isolement préventif, car nous avons une patiente proche de la viabilité dans 3 semaines,
et je dois être testée négative au Covid avant même d'envisager de retourner au cabinet. Et voilà que mamie et papy se sont pointés à ma clinique, avec ma belle-sœur. La clinique était fermée, car nous n'attendions aucun rendez-vous et nous n'acceptons pas les consultations sans rendez-vous. Donc, ils ont fait la chose raisonnable et sont repartis, n'est-ce pas? Eh bien non. On est désormais dans le domaine de l'absolument inacceptable. Ils étaient furieux et voulaient crier sur quelqu'un. Ils ont frappé à la porte pendant 10 minutes, jusqu'à ce que mon infirmière sorte de son bureau, téléphone à la main. Nous avons des enregistrements audio et vidéo à l'intérieur du bâtiment, ce qui est parfaitement légal, puisque des panneaux l'indiquent clairement sur la propriété. Elle leur a dit qu'elle ne les laisserait pas entrer, leur a demandé qui ils étaient, et que si c'était une urgence médicale, ils devaient aller à l'hôpital. C'est la principale raison pour laquelle nous avons des enregistrements audio dans le bâtiment, pour nous protéger. Ils ont répondu qu'ils devaient absolument me parler, et l'infirmière a répliqué, tant pis. Puis elle a appelé la ligne non urgente de la police pour signaler qu'ils tentaient d'entrer alors que la clinique était fermée. Ensuite, elle est simplement retournée à son bureau et s'est assise, exactement comme elle devait le faire. Mamie et papy sont tombés sur un agent à proximité et ont parlé avec lui. Ensuite, l'agent m'a appelé, puisque j'ai bloqué les numéros de mes grands-parents. J'étais sidéré. Ils ont amené cette personne égoïste sur mon lieu de travail, un endroit sensible où il y a des personnes immunodéprimées et des bébés, et ont exigé qu'on les laisse entrer. Non. J'ai appelé ma patronne pour lui expliquer la situation. Nous avons rappelé la police et demandé qu'un avertissement pour intrusion soit émis. Ils ont désormais reçu un avertissement officiel. Mon mari, lui, est hors de lui et les a appelés en criant presque. Leur excuse? Ta belle-sœur doit te présenter ses excuses pour qu'on puisse redevenir une famille. J'ai pris le téléphone et leur ai rappelé que c'est moi qui ai le dernier mot sur le fait qu'ils rencontreront ou non d'éventuels arrière-petits-enfants. Nous avons raccroché et appelé ma belle-mère. Vous avez déjà entendu une Suédoise en colère? Ma belle-mère était furieuse au téléphone, et je pouvais l'entendre clairement. Mon mari m'a dit que la dernière fois qu'elle avait été dans cet état, ça ne s'était pas bien terminé pour la personne en face. Il a pris nos téléphones et a bloqué tout le monde. Nous avons décidé d'arrêter les visites, d'ignorer les appels, et de nous concentrer uniquement sur nous-mêmes pendant au moins 1 an. Il est en colère, bouleversé, et s'excuse toutes les heures pour le comportement de ses grands-parents. Pendant ce temps, nous essayons de gérer ce qui se passe avec mes parents et ma sœur jumelle. Ils ont déjà reçu l'ordonnance restrictive, l'ont signée, et il n'y a pas encore eu d'explosion, mais ma sœur perd complètement pied. Aujourd'hui, j'ai décidé d'augmenter mes séances de thérapie à 3 fois par semaine. Je suis épuisé. Mise à jour 3. L'ordonnance restrictive a été notifiée. Ma sœur jumelle, mon géniteur, mon père biologique et ma donneuse d'ovules, ma mère biologique, l'ont reçue. Ils ont signé, et je n'ai eu aucune nouvelle de mes parents, ce qui m'a semblé étrange. Je m'attendais à ce que ma mère biologique explose, car je suis la seule capable d'avoir des enfants biologiques et c'est son obsession. Ce matin, je me suis réveillé avec la police à ma porte. Oui, ils savaient déjà que nous avions déposé des ordonnances restrictives contre certaines personnes, mais cette visite de contrôle de bien-être avait été demandée par mon grand-père. Un vieil homme infidèle et méprisable, qui traite ma jumelle comme si elle était le centre de l'univers. Apparemment, il les a appelés et leur a raconté une histoire délirante à propos de mon mari. Selon lui, mon mari me bat tous les jours, m'empêche de sortir, me garde prisonnière et me rabaisse régulièrement devant la famille ou ses amis. Les policiers m'ont dit directement qu'ils ne croyaient pas un mot, parce que toutes les prétendues preuves de mon grand-père provenaient de ma sœur jumelle, qui ne peut pas témoigner à cause de l'ordonnance restrictive. Nous les avons laissés entrer et leur avons montré notre maison, nos chiens et nos petits canetons, ils ont adoré les canetons. Ils nous ont dit qu'ils allaient rédiger un rapport pour contrecarrer le rapport initial et en envoyer une copie à notre avocat. Nous ne recevrons plus de visites de ce type, car il est évident qu'elles sont infondées et inutiles. Notre avocat a contacté mon grand-père et lui a envoyé une déclaration détaillée, disant en substance: nous allons vous envoyer une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. La lettre n'incluait que mon nom, car nous savions que mentionner celui de mon mari ne ferait qu'alimenter ses fantasmes. Ma tante, celle qui m'a aidé à fuir, a envoyé des captures d'écran d'un texto qu'elle a reçu de ma sœur jumelle. Ma tante m'a prévenu de rester vigilante, car ma sœur est complètement déséquilibrée. Les captures ont également été transmises à notre avocat. Le message de ma sœur était une diatribe furieuse. J'en recopie le contenu, en supprimant les détails personnels. Ma jumelle aînée est mariée à un sociopathe. Elle n'aurait jamais exclu notre famille de son mariage ou coupé les ponts sans que quelqu'un ne la force. Nous sommes sa famille, bon sang, et elle nous tourne le dos? Je l'ai vue. Elle avait l'air horrible et maigre, comme s'il ne la nourrissait pas. Elle avait un œil au beurre noir, un bandage à la main et des égratignures sur les bras. Ses vêtements étaient sales. Je te dis qu'elle est en danger et que la police refuse d'écouter à cause d'un bout de papier. Je ne peux pas rester là à regarder ma sœur se faire assassiner par cet homme qui la retient prisonnière. Même sa famille ne veut plus de lui et ils ont peur de lui. Si tu ne veux pas m'aider, fais-moi au moins une faveur, dis-lui de me contacter, parce qu'elle doit partir. Dans la tête de ma sœur, je suis une épouse battue, incapable de penser par moi-même. Parce que, bien sûr,
Il ne peut pas s'agir du traumatisme physique et émotionnel qu'elle m'a infligé quand nous étions adolescentes. Son dernier message était encore plus inquiétant. Je prie Dieu pour qu'elle ne tombe pas enceinte de ce sociopathe. Que se passera-t-il s'il la frappe, elle et son bébé? Ma mère biologique s'en inquiète aussi. Et s'il la frappe pendant sa grossesse et tue son enfant? Nous avons tout transmis à notre avocat. Il travaille à nous protéger contre ces fausses accusations, en constituant un dossier avec des témoignages et des preuves de notre mariage heureux. Cependant, ma sœur continue de perdre complètement la tête à l'autre bout du pays. Nous renforçons la sécurité sur nos lieux de travail et avons informé nos supérieurs de la situation. Nous ne prenons aucun risque inutile. Quant à mamie et papy, ils ne nous parlent plus pour le moment. Ils disent que nous devons nous excuser pour notre comportement. Mon mari leur a répondu qu'ils devraient s'attendre à se réveiller un matin avec 200 flamants roses en plastique dans leur jardin, vêtus de lingerie en dentelle, s'ils continuent comme ça. Oui, nous avons vraiment autant de flamands. Mon mari était dans une fraternité à la fac. Mise à jour 4. Ma belle-sœur a cambriolé notre maison. Elle a pris des objets sans grande valeur. Elle a volé la voiture de ma belle-mère et s'est enfuie chez son nouveau petit ami dans l'état voisin. Mes beaux-parents l'ont complètement coupé de leur vie, sauf pour ce qu'ils sont légalement tenus de lui fournir, et lui ont dit de ne jamais, au grand jamais, revenir à la maison. Nous avons déménagé dans un appartement en 3 jours et n'avons dit à personne où nous étions partis. Ma belle-sœur a fait une crise émotionnelle lors d'un appel avec ma belle-mère, avant que celle-ci ne coupe sa ligne. Elle a hurlé que j'étais une menteuse, que je retournais toute la famille contre elle, qu'ils auraient dû la prévenir avant de la renier, et que tant que mon mari ne divorcerait pas de moi, elle ne reviendrait jamais à la maison. De mon côté, j'ai pris un congé de travail, car j'ai développé une éruption de stress qui s'est transformée en urticaire. J'ai passé 2 jours au lit, et je me suis réveillé avec un appel d'une amie d'université. À la fac, j'ai subi une chirurgie d'urgence qui a endommagé certains organes internes, rendant mes trompes de Fallope inutilisables, et j'ai dû passer des semaines à me rétablir. Mes camarades de dortoir m'avaient vu partir en ambulance, et leur soutien m'avait énormément aidé. Cet ami a été mon pilier pendant tout ce temps. Mais la nouvelle que je pouvais essayer une FIV est récente, et je n'avais pas encore eu le temps de lui en parler, puisqu'elle est très occupée avec son nouveau bébé, une petite fille en pleine santé, et son mari. Apparemment, mon ami a reçu une demande et un message de ma sœur jumelle disant qu'elle s'inquiétait pour moi et pour mon bébé à naître, que mon mari me battait et faisait bien pire chaque jour, et qu'elle avait besoin que quelqu'un vienne vérifier mon état, car mon mari m'aurait forcé à demander une ordonnance restrictive. Mon nom est assez courant depuis que je l'ai changé, quelque chose du style Jane Smith. Mon ami a cru qu'il s'agissait d'une erreur et a répondu que sa Jane Smith avait un mari pacifiste et, d'après ses souvenirs, ne pouvait pas avoir d'enfant à cause d'une opération. Elle a donc supposé qu'il s'agissait d'une autre personne. Ma jumelle lui a alors envoyé une réponse furieuse en insistant « Non, elle avait la bonne Jane Smith, et, qu'est-ce que tu veux dire, elle ne peut pas tomber enceinte ?» Mon ami l'a bloquée et m'a appelé aussitôt. Elle s'est excusée, mais honnêtement, j'étais soulagé. Je n'avais pas eu à gérer la situation, quelqu'un d'autre l'avait fait pour moi. Peu après, notre avocat a reçu un message vocal furieux de la donneuse d'ovules, ma mère biologique. Je ne l'ai pas écouté, mais apparemment, elle y disait « J'ai besoin d'une copie de son dossier médical parce que je suis sa mère. » Ma tante a reçu un appel et, au lieu d'écouter ses hurlements, a supposé que j'avais déjà parlé à ma mère de mon traumatisme médical et lui a simplement répondu « C'est du vieux dossier, donneuse d'ovules. Tout le monde est au courant de cette opération. » Puis elle a raccroché. Depuis, la donneuse d'ovules et ma jumelle deviennent folles et m'envoient des emails, violant ainsi l'ordonnance restrictive, pour exiger que je leur explique pourquoi j'ai fait ligaturer mes trompes. Comment oses-tu faire une chose pareille alors que nous comptions sur toi pour nous donner des petits-enfants? Les emails disaient littéralement « Nous espérions que tu aurais un fils pour ta sœur jumelle, mais ton égoïsme est une abomination aux yeux de Dieu. Je ne suis pour aucun moyen d'arriver à leur fin, ils se fichent complètement de moi. Merci aux anciens dieux, quels qu'ils soient. Notre avocat s'en occupe déjà et veut les faire disparaître de notre vie. » Mise à jour 5. Je précise que je ne cherche pas de conseils, car je reçois sans cesse des messages privés me disant de consulter un avocat. Nous avons un avocat, nous parlons aux autorités, etc. Ma belle-sœur est maintenant en garde à vue. En résumé, le beau-frère du milieu l'hébergeait chez lui. Sa petite amie a remarqué des comportements suspects et des absences étranges. C'était en fait de la drogue. Le beau-frère espérait qu'elle se désintoxiquerait et suivrait un traitement, pensant qu'elle mourrait sinon en prison. Eh bien, il est célibataire maintenant, ses parents sont furieux, et nous savons enfin ce qui se passait avec ma belle-sœur en coulisses. La petite amie du beau-frère l'a signalé et est partie vivre chez sa sœur. Elle a aussi remis des messages très inquiétants entre le beau-frère et les grands-parents. Nous lui avons envoyé des fleurs et du vin pour la remercier. Nous avons envoyé les captures d'écran à ma belle-mère et à mon beau-père. Mon mari est anéanti, tout le monde savait qu'elle consommait, mais personne ne nous l'avait dit. Cela l'a complètement bouleversé, ainsi que ses parents. Il m'a confié hier soir que s'il avait su qu'elle se droguait, il aurait essayé de l'aider bien plus tôt, avant que tout cela n'arrive. Il se blâme, persuadé qu'il aurait pu l'empêcher de sombrer. Je lui ai répondu qu'elle avait fait ses propres choix, sous influence ou non,
et qu'elle devra en assumer les conséquences. Nous sommes allés dormir sans en parler davantage. Ce matin, j'ai été réveillé par des appels de ma tante m'informant que ma sœur jumelle, dont je suis séparé, avait fait une crise il y a 2 jours. Elle a été admise dans une clinique spécialisée après avoir proféré certaines menaces. Et c'est entièrement la faute de mes parents biologiques. Apparemment, ils ont dit à ma sœur jumelle que c'était entièrement sa faute si j'avais décidé de ne pas avoir d'enfant. Leur nouveau récit, depuis que quelqu'un leur a dit que je ne m'étais pas fait ligaturer les trompes, est le suivant, que c'est elle qui m'a poussé dans les escaliers et a essayé de me tuer, qu'elle m'a insulté et rabaissé sans arrêt, qu'elle a tenté de m'empoisonner, j'ai des allergies, et qu'elle a détruit toutes mes relations à l'adolescence. Selon eux, il n'est donc pas étonnant que je sois devenue une femme terrifiée et traumatisée qui refuse d'avoir des enfants. J'ai été élevée avec un monstre. Sauf que nous avons toutes deux été élevées par des monstres, nos parents. Mais dans leur version, ils n'ont rien fait de mal, ils ont été des anges pour nous. Ma tante m'a dit que mon grand-père l'avait appelé pour lui annoncer, d'un ton tragique, que ma jumelle était désormais, cliniquement folle. Et franchement, quelque chose ici pue la manipulation. Est-ce que ma jumelle a réellement fait tout cela? Est-elle vraiment soignée dans une clinique? S'ils pensent qu'ils peuvent sacrifier une fille pour sauver leur relation avec moi, ils se trompent lourdement. Jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. Profitez bien de votre récompense, perdre vos 2 filles, l'une, briser, l'autre, qui quitte le pays dans 8 semaines pour vous fuir et vous laisser vivre le reste de vos vies tristes et pathétiques seules. Bonne chance. Bref, c'est la mise à jour. Maintenant, je vais aller gratouiller le chat du bureau et voir s'il veut un câlin. Mise à jour 6. Mes parents biologiques, que j'appelle donneuses d'ovules et donneurs de sperme, sont dans de sérieux ennuis. Je vous avais dit qu'ils avaient essayé de rejeter toute la faute de mes traumatismes sur ma sœur jumelle, comme si j'avais oublié leurs propres abus et la manière dont ils l'avaient toujours favorisée. Mais leur manipulation a échoué, car la moitié de leur histoire était un mensonge. Oui, ma jumelle est bien à l'hôpital à cause d'une crise, mais elle n'y a pas été admise par nos parents biologiques. Nos parents l'ont maltraitée pendant 3 jours, ils l'ont privée de nourriture et d'eau, l'ont réveillée sans arrêt pour lui hurler dessus, et n'ont pas cessé même quand elle les suppliait de la laisser tranquille. Ils l'ont aussi empêchée de partir. Elle n'a pas été hospitalisée pour une simple crise, elle s'est d'abord rendue aux urgences parce qu'il l'avait frappée ou lui avait jeté des objets dessus à plusieurs reprises pendant ces 3 jours. Elle était blessée. C'est pendant son traitement qu'elle a fait un effondrement nerveux, ce qui a conduit à son hospitalisation psychiatrique. Son médecin et son équipe de santé mentale ont signalé le cas et appelé la police. On nous a dit qu'il y aurait des inculpations contre eux. Leur réputation est complètement ruinée. Notre avocat dit qu'ils auront de la chance s'ils n'écopent pas d'une peine minimale de quelques années de prison. Nous n'avons donc plus rien à craindre de leur part. Nous partons dans 30 jours. Nous l'avons annoncé à la famille de mon mari, et maintenant c'est le chaos, car ils ont du mal à accepter que nous partions pour de bon. Mais notre déménagement n'est pas encore totalement organisé et nous avons beaucoup à faire, alors je préfère me concentrer là-dessus. On s'occupera de ma famille plus tard, dit mon mari. Croisons les doigts. Mise à jour 7. Nous sommes partis. Nous n'avons prévenu personne du moment exact de notre départ. C'était la meilleure décision que nous pouvions prendre. Nous sommes arrivés il y a quelques jours et nous sommes en quarantaine chez un ami. Les animaux sont avec nous. Tout le monde est heureux et en bonne santé, sauf moi, mais je vais expliquer pourquoi. Mon mari est complètement détendu en retrouvant ses amis, il redevient le blagueur qu'il était. Hier, il a appelé sa famille pour leur dire que nous étions officiellement partis. Certains l'ont très mal pris. Les grands-parents étaient furieux. Ils ont exigé de savoir pourquoi il avait quitté les États-Unis pour retourner dans son pays d'origine, disant que nous n'aurions ni emploi ni stabilité là-bas. Mon mari leur a répondu avec un calme impressionnant, merci aux gens de Reddit qui m'ont aidé à lui expliquer la méthode du Grey Rock et comment l'utiliser. Il leur a expliqué qu'ils resteraient financièrement responsables s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, nous avons déjà payé leurs médicaments de notre poche, mais que nous ne reviendrions pas. Nous avons l'intention de rester ici. Notre agent immobilier, avec qui nous travaillons, nous avait déjà fait visiter virtuellement plusieurs jolies maisons dans la région. Nous avons fait une offre et reçu une réponse. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle je suis malade. La maison que nous voulons a 3 chambres plus un bureau, une grande cuisine, et serait parfaite pour une famille. Avant de partir, nous avions eu des entretiens virtuels avec la clinique de fertilité, où mon nouveau médecin a examiné mon dossier. Il nous a approuvés, sous réserve de quelques tests à venir, pour commencer le traitement dans sa clinique. Nous n'avons pas encore de date, ce sera dans quelques mois, mais selon ses recommandations, j'ai arrêté mon traitement contre les migraines afin que le médicament quitte complètement mon organisme. Nous passerons bientôt à un autre, mais pour l'instant je souffre beaucoup de migraines. Mon mari ne peut pas non plus boire beaucoup de café sur avis médical, donc il est un peu grognon le matin. Il a mentionné brièvement mon état à sa mère lorsqu'elle a appelé pour prendre de nos nouvelles, et la grand-mère était en arrière-plan. Elle a lancé un commentaire passif-agressif, les gens ne devraient pas s'enfuir pour faire des bébés loin de leur famille, ce n'est pas bien. Mon mari a explosé, déjà de mauvaise humeur. Il ne lui avait jamais crié dessus auparavant, mais il lui a dit que si quelqu'un était en tort, c'était bien elle, son mari et ma belle-sœur.
La grand-mère s'est mise à pleurer, comme toujours, et mon mari lui a répondu « Garde tes larmes de crocodile, je n'ai pas envie d'en entendre parler aujourd'hui ». Il a retiré notre offre d'aide financière si leur comportement continuait ainsi. Ma belle-mère a dit au revoir et a raccroché. Nous voilà désormais considérés comme les méchants, et tout le groupe familial exige des excuses. Nous refusons. Ma belle-sœur a aussi essayé de nous contacter, probablement plus lucide maintenant qu'elle est sobre et en prison, mais nous avons refusé tout contact. Je peux publier la transcription de son message vocal plus tard si quelqu'un veut la lire. Notre avocat nous a également informé que les accusations contre mes parents biologiques avaient été abandonnées. Sans explication. Ma jumelle a été admise dans un établissement psychiatrique pour un traitement immédiat, et je sais que mes parents ont fait ça intentionnellement. Maintenant, ils jouent la carte du « notre fille est instable et nous sommes victimes de ses abus », comme s'ils n'avaient pas élevé un monstre à leur image et n'étaient pas en train d'en subir les conséquences. Ils ont contacté notre avocat pour demander une éventuelle médiation concernant notre ordonnance restrictive, ce à quoi notre avocat a répondu en leur annonçant que nous avions émigré dans un autre pays et ne reviendrions pas aux États-Unis. Il leur a dit qu'il ne serait plus notre avocat après une certaine date, puis il a raccroché. Suivant les conseils de notre avocat, j'ai décidé d'appeler le pasteur de mes parents il y a une semaine et d'avoir une conversation vidéo franche. Je lui ai raconté ma version des faits et expliqué que j'étais très mal à l'aise à l'idée qu'il soit impliqué dans certaines activités de l'Église. Il s'est montré ému, a examiné tout ce que je lui ai envoyé, email, capture d'écran de textos et messages vocaux, et m'a remercié pour mon courage, me félicitant d'avoir trouvé le bonheur dans ma foi. J'ai beaucoup pleuré, car les pasteurs précédents ne m'avaient jamais cru. Il m'a dit qu'il allait régler la situation en urgence. Tout est resté confidentiel. Nous avons eu la confirmation qu'ils avaient été retirés de leurs activités à l'église dès le lendemain. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons reçu un email de leur part, envoyé au compte de mon mari, je ne sais pas comment ils l'ont trouvé, qui m'a donné envie de jeter son téléphone par la fenêtre. Je le posterai si quelqu'un veut le lire. En gros, nous sommes partis au moment parfait, car ils prévoyaient d'acheter une maison à quelques heures de chez nous et de nous inviter à une thérapie familiale, tout en nous indemnisant pour mon enfance négligée. Bien sûr, il aurait fallu lever l'ordonnance restrictive. Bref, voilà ce qui s'est passé ces 18 derniers jours. Merci à ceux qui ont pris de mes nouvelles. J'apprécie énormément vos messages et les liens vers vos propres stratégies et méthodes, très utiles. Eddie, vous êtes adorable, mais nous ne sommes pas en Suède. Beaucoup de familles ont émigré vers d'autres pays pour le travail dans les années 1800 et ne sont jamais revenus. Je pratique les traditions des deux pays, parle les deux langues, mais je me considère comme suédoise. Mise à jour 8. Pour commencer, j'ai découvert que quelqu'un avait essayé d'ouvrir un compte de crédit à mon nom. Heureusement, mon mari achetait notre nouvelle maison de rêve, nous déménageons lundi, en utilisant son propre crédit, donc cela n'a pas posé de problème. Mon dossier de crédit était déjà gelé, j'ai aussi un code PIN obligatoire pour mes impôts, et mon numéro de sécurité sociale est verrouillé. C'est un long processus, mais c'était pour empêcher mes parents biologiques d'ouvrir des comptes à mon nom après mon départ de la maison, car ils m'en avaient souvent menacé. Vous vous souvenez qu'ils essayaient d'acheter une maison près de chez nous? Eh bien, leur offre a échoué, une dette impayée de 180 000 $ au nom de ma génitrice a tout fait capoter. J'ai découvert qu'elle avait dépensé 90 000 $ pour le mariage et la lune de miel de ma jumelle. Puis elle a financé son divorce, et le reste de la dette provenait d'autres dépenses. Ma tante m'a tout raconté, parce qu'elle tient ces informations de mon grand-père. Elle m'a prévenu de vérifier mon dossier de crédit, car tout à coup, comment pouvait-il se permettre une belle location? Et il se vantait parce que c'était près de mon ancienne maison. Il disait, c'est près de notre nouvelle famille, nous avons hâte de les rencontrer, ce à quoi mon beau-père a marmonné des choses qui pourraient lui valoir la prison, et ma belle-mère brandissait son rouleau à pâtisserie contre son téléphone pendant notre appel vidéo. Eh bien oui, ils utilisaient mon nom comme second titulaire sur le bail. Cela n'a pas fonctionné parce que mon crédit est gelé, ils ont été soumis à de nombreuses questions de vérification, et leur demande a été purement et simplement rejetée. Donc, avec seulement le crédit du donneur de sperme, également désastreux, ils n'ont pas obtenu la jolie location. Ni la maison qu'ils voulaient acheter. En plus, la maison qu'ils ont vendue avait une hypothèque judiciaire. Ils n'ont presque rien touché de la vente. Ils dormaient sur le canapé chez mon grand-père, qui était furieux que la demande ait été rejetée, sans raison. Ma tante l'a mis au courant. Il les a jetés dehors. Il leur a dit qu'il ne permettrait pas à des parasites financièrement dépendants de vivre dans sa belle maison. Donc, à l'heure actuelle, ils dorment dans leur voiture. J'ai déjà déposé un rapport pour tentative de vol d'identité, même si les demandes ont été rejetées et qu'il ne s'est rien passé, cela reste une fraude avortée, et c'est grave. Grand-père a raconté que les avoir mis dehors s'est accompagné de beaucoup de larmes et d'accusations, et il a été horrifié par leur comportement en tant qu'adulte. Il a ajouté que j'avais peut-être bien fait de garder mes distances, car, pendant qu'ils étaient chez lui, chaque fois qu'ils se disputaient, ils en venaient aux mains. Il leur a aussi dit qu'ils auraient de la chance s'ils étaient un jour autorisés à remettre les pieds chez lui. Son frère lui avait volé son identité quand ils étaient jeunes, grand-père avait dû rembourser les dettes alors qu'il venait de se marier, ce qui avait ruiné son premier achat immobilier.
Je n'ai pas encore totalement digéré tout ce qu'ils m'ont fait, mais au fond de moi, j'aurais aimé être là pour les voir s'effondrer. Il semble qu'il n'ait plus beaucoup d'endroits où aller, et comme la garde de ma jumelle éloignée a soudainement été transférée à mon grand-père, je sens qu'une tempête approche. Mais moi, je suis à des milliers de kilomètres, en sécurité avec mon mari, impatiente de commencer notre parcours de FIV en janvier. Je suis tellement excité, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne de souhaiter qu'il s'exile sur une île déserte et y pourrisse? Mise à jour 9. Il semble que le donneur de sperme ait enfin atteint sa limite. Il a retrouvé son ancien travail, s'est installé chez un ami et a dit à la donneuse d'ovules que tout ce qui avait mal tourné dans leur mariage était de sa faute. Cela a dégénéré en une dispute violente, et elle a essayé de lui griffer les yeux. Il l'a mise à la porte de chez son ami et lui a dit, en gros, qu'elle n'avait plus de famille à cause d'elle. Apparemment, il ne savait pas qu'elle utilisait mon crédit pour tenter d'acheter cette maison, et c'est là qu'il a tracé la ligne rouge. Pas quand il me frappait, pas quand il me torturait, pas pour les cris constants, ni pour toutes les horreurs qu'elle a commises. Non, c'est parce qu'elle a mis en colère grand-père, l'homme qu'il ne voulait surtout pas fâcher parce qu'il convoitait son argent. Selon ma tante, il a compris qu'il pouvait se débarrasser de la donneuse d'ovules et recommencer à zéro, trouver une épouse aimante, fonder une nouvelle famille, avoir d'autres enfants, et simplement tourner la page. Ils n'ont aucun bien, donc le divorce serait simple. La donneuse d'ovules lui a facilité la tâche, car elle a immédiatement supposé que je l'avais influencé. Il a repris sa vie en main et l'a quitté, selon elle, il devait forcément me parler, puisque moi aussi, j'avais refait ma vie. Puis elle est revenue l'attaquer une deuxième fois, exigeant qu'il lui donne mes coordonnées, et cette fois, il a décidé d'appeler la police. Elle jetait des pierres et hurlait, une vraie crise de rage sur la pelouse, et quand ils ont essayé de la maîtriser, elle est devenue hystérique contre un officier. Elle a tenté de mordre et de donner des coups de pied, et a fini par gifler et hurler. Résultat, elle est en prison. Pour agression sur agent de police, et avec une évaluation psychiatrique en attente, elle ne sera probablement pas libérée de sitôt. Depuis, j'ai appris que le donneur de sperme essaie de regagner les faveurs de grand-père pour revenir dans la famille. Mais la blague, c'est que grand-père a déjà organisé une prise en charge à long terme pour ma jumelle éloignée, qu'il financera lui-même, et qu'il a décidé de vendre sa maison. Il a déjà réécrit son testament et tout légué à ma tante. Il m'a écrit une lettre d'excuse de 9 pages dans laquelle il reconnaît littéralement tout ce qu'il a fait de mal, jusqu'à m'avoir volé mes bonbons d'Halloween quand j'étais enfant, et il déménage là où vit ma tante. Le donneur de sperme est seul. La donneuse d'ovules, c'est fini. Je crois que je suis libre. Je n'ai plus à m'inquiéter. Avec eux occupés à s'entre-déchirer et ma jeune belle-sœur condamnée à 8 ans de prison fédérale, je crois que je suis enfin libre. C'est étrange à dire. Ai-je l'impression de défier le destin? La FIV se passe très bien, nous avons notre nouvelle vie heureuse, et je pense que je n'ai plus besoin de revenir là-dessus avant longtemps. Du moins, je l'espère.